Bonsoir et bienvenue pour le journal en ce 4 février 2015 et dans l'actualité yvelinoise. Aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel était à Versailles hier soir pour participer aux rencontres du Jeu de Paume, un rendez-vous public lancé l'an dernier par France Culture et le Château de Versailles. Un collectif regroupant une quinzaine de salles de spectacle dans les Yvelines interpelle les élus suite aux difficultés financières des collectivités territoriales et leurs incidences. Invités en plateau tout à l'heure, présidente et vice-président du réseau Créative. Et puis Pauline et Clément de Guyancourtois viennent de quitter la France. Le couple va traverser l'Amérique du Sud pendant 8 mois. Nous les avons rencontrés juste avant le départ. Le préfet des Yvelines tient en ce moment, mercredi soir, une conférence de presse afin d'évoquer la question de la radicalisation religieuse. Il y aurait dans le département une centaine de cas préoccupants déjà signalés. Le préfet qui reconnaît que les Yvelines sont un département avec un fort terreau de djihadistes. S'il n'y a pas de profil type, le problème est surtout présent dans les zones urbaines avec un passé d'immigration musulmane, communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ou encore Val-de-Seine. Une structure départementale pour prévenir les risques a été mise en place depuis mai dernier. Plus de détails dans notre prochaine édition, demain dès 18h. Et puis, suite à l'agression de 3 militaires en faction devant un centre communautaire juif de Nice, le président du Conseil général des Yvelines, Pierre Bédier, a réagi ce matin. L'auteur des faits, Moussa Koulibaly, est originaire de Mantes-la-Jolie et pour l'élu départemental, cela porte atteinte aux efforts des mosquées nantaises qui travaillent avec les institutions de la République pour lutter contre toute radicalisation. Le parquet antiterroriste est maintenant saisi de l'affaire. Le domicile yvelinois du suspect a été perquisitionné hier. Politique et Jean-Louis Debré qui était ce mardi à Versailles. Le président du Conseil constitutionnel était l'invité de France Culture dans le cadre de l'émission Rencontre du Jeu de Paume. Quel est le rôle méconnu de ce Conseil constitutionnel? Jean-Louis Debré a répondu aux questions de Mélanie Poquet et de Mickaël Elmidoro. C'était l'événement ce mardi à Versailles. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, était invité par France Culture dans l'émission Rencontre du Jeu de Paume, un rendez-vous programmé dans l'enceinte historique versaillaise. L'homme politique français, ministre de l'Intérieur entre 1995 et 1997, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, est revenu à cette occasion sur les actions et les fonctions du Conseil constitutionnel. Il est là pour garantir la Constitution, mais surtout le préambule de la Constitution de 58 qui renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui renvoie aussi au préambule de 1946. Les droits et les libertés tels que les républicains, tels que les hommes du 23 juin 1789 l'ont voulu. La liberté d'opinion, la laïcité, la liberté d'expression, toutes ces libertés qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la liberté d'association et bien d'autres, eh bien, la mission du Conseil constitutionnel est de les faire respecter. Je suis une juridiction indépendante, je juge la loi, soit quand elle est déférée par les parlementaires, le président de la République, le Premier ministre ou les présidents des assemblées, soit ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité, lorsque des justiciables contestent un article de loi ou d'une loi, ils peuvent, dans certaines conditions, nous saisir. Nous avons annulé une loi de 1831 ou 38 qui était l'hospitalisation sans consentement et qui avait cette loi qui avait fait que Camille Claudel, l'ami de Rodin, avait été hospitalisé pendant 30 ans. Nous avons annulé les tribunaux maritimes qui dataient de Colbert parce que la composition du tribunal, il y avait des gens qui n'étaient pas des juges, fonctionnaient pendant des siècles, mais chaque fois nous revisitons. Nous ne pouvons pas nous saisir, mais à la demande de justiciables ou de représentants de l'État ou de la nation, nous revisitons nos droits et nos libertés et nous regardons si ils ont été respectés. Écoutez, c'est une toute petite équipe puisque le Conseil constitutionnel, c'est en tout du personnel d'entretien au président 60 personnes. Quand je suis arrivé, le Conseil rendait 16 décisions par an, nous en rendons 250, avec 9 avec moi, qui sont là et qui tous les jours jugent les recours qui sont déposés par nos concitoyens. D'une durée de 9 ans, le mandat de Jean-Louis Debré à la tête du Conseil constitutionnel s'achève en 2016.
Jean-Louis Debré qui a également réagi à l'affaire qui entoure Jean-François Copé. Hier, l'ancien président de l'UMP a été mis en examen pour abus de confiance par les juges financiers. Ces derniers enquêtent, vous le savez, sur le paiement du parti et des pénalités qui avaient été infligées à Nicolas Sarkozy après la campagne présidentielle par le Conseil constitutionnel. On écoute Jean-Louis Debré à ce sujet. Je ne m'inscris pas aujourd'hui dans l'actualité. Je suis appelé à un devoir de réserve et donc je ne parle pas de la politique, je ne fais pas de politique, je ne fais plus de politique, je juge les droits et les libertés. Avant de parler culture dans un instant et des inquiétudes des salles de la région sur leur financement, nous allons voyager. 2 Guyancourtois ont quitté la France ce matin, destination de Buenos Aires. Munis de leurs sacs et de leurs vélos, ce couple a décidé de traverser l'Amérique du Sud pendant 8 mois. Un antidote efficace contre le stress urbain, mais surtout l'occasion d'utiliser un transport écologique et convivial. Reportage William L. Donc voilà, Buenos Aires, Santiago, La Paz en Bolivie, Lima au Pérou, Quito en Équateur, Bogota et Carthagène en Colombie. 8 mois de voyage et 10 562 km à parcourir en vélo, c'est le projet fou de Pauline et Clément. Tous deux travaillaient dans le marketing et après un an de préparation, ils n'ont pas hésité à quitter leurs emplois pour réaliser leurs rêves. Le but, c'est vraiment de faire une coupure, de faire une sorte d'année sabbatique et un peu de faire le projet d'une vie, quoi. Quelque chose qu'on fera certainement jamais de nouveau, et donc d'en profiter au maximum et d'en tirer le maximum. Ouais, le genre de projet qu'on pourra raconter quand on aura 70 ans à nos petits-enfants. Enfin voilà, c'est clair que c'est une fois dans une vie. In Bike We Trust, ce sera la devise de ce couple de baroudeurs pour ces prochains mois. Et pour se faire connaître, ils ont même créé un site internet, une occasion de suivre leur périple. C'est de promouvoir cet usage autour de nous, en parlant de ce qu'on vit sur notre blog et donc que tout le monde puisse le suivre. Et aussi en essayant un peu de dresser une sorte de panorama de l'usage du vélo qui est fait en Amérique du Sud. Une initiative saluée par plusieurs entreprises qui sponsorisent une partie de leur matériel. On a cette petite balise Spot donc qui va rassurer nos parents pendant les 8 mois. Donc en fait c'est un GPS satellite où on a juste à appuyer sur un bouton et ça permet d'envoyer nos coordonnées latitude-longitude à une chaîne de mail, ce qui alimentera aussi sur notre site internet. Donc voilà, même si on est paumé au milieu du désert, nos proches sauront où est-ce qu'on se trouve. À quelques heures du départ, Pauline et Clément vérifient une dernière fois leur équipement. Un peu de stress, mais surtout une grande fierté, car demain, ils seront les ambassadeurs du cyclotourisme. Culture jusqu'au 8 février, l'espace de Coville à Voisins-le-Bretonneux accueille l'exposition conjointe de Béatrice Levoyer, sculptrice, et Claire de la Varenne, une peintre, une solide amitié artistique unie ces deux femmes, Catherine Zulato, pour ce reportage sur des images de David Charpentier. L'une est sculptrice, l'autre peintre. Une solide amitié unit Béatrice Levoyer et Claire de la Varenne. La première est d'abord historienne avant de se former à la peinture sur décor et de réaliser des trompe-l'œil devenus des sculptures. J'ai toujours été très attirée par l'être humain. Dans toutes mes études d'histoire, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus la vie de l'homme à travers l'histoire, donc à travers les guerres, etc. et autres. C'était pas du tout le plan stratégique. Béatrice Levoyer met en scène des tableaux de la guerre de 1870 réalisés par l'un de ses ancêtres, Alphonse de Neuville. C'est d'ailleurs l'une de ses réalisations qui touche le plus Claire de la Varenne. J'aime énormément tout ce qu'elle a tiré des tableaux d'Alphonse de Neuville. J'aime énormément toute la vie qu'il y a de ces petites scènes, tout ce qu'elle dit sur l'humanité de ces soldats. Et puis aussi, il y a tout un souci du détail. Claire de la Varenne, elle, a fait l'école du Louvre. Si elle parle aussi bien de son amie, c'est que la peintre aussi a le sens du détail. Elle aurait aimé être conservatrice de musée et c'est finalement dans les tableaux anciens qu'elle puise son inspiration. C'est la restauration de tableaux qui m'a donné envie de me mettre à la peinture. J'avais toujours beaucoup dessiné, j'ai toujours aimé faire des portraits. Et puis là, j'ai eu envie de me mettre à la peinture. Ça fait une peinture qui paraît très très ancienne, mais je me dis aussi que ce qu'on peut voir dans beaucoup d'expositions aujourd'hui, ça existe déjà depuis 100 ans. Alors après tout, pourquoi s'inspirer d'œuvres qui ont 100 ans, ou bien 200 ans, ou bien 300 ans, et c'est mon univers aussi. Les deux femmes se côtoient très régulièrement. Depuis 10 ans, elles exposent pour la 5e fois ensemble. On s'apporte toutes les deux un regard très différent.
elle vient d'un monde de l'école du Louvre, elle est extrêmement cultivée au niveau artistique. Moi, je le suis très peu au niveau artistique. En revanche, je venais du monde de la peinture en décor, donc plus technique, j'avais un côté plus artisan. Et les deux se sont rejoints et donc on s'apporte mutuellement un regard neuf. Et quand on demande à Béatrice de choisir un tableau de Claire, elle préfère s'orienter vers un paysage. C'est peut-être son petit tableau d'une scénette. C'est une forme très allongée, donc j'aime ce côté moins classique. C'est un paysage extrêmement harmonieux, ce qui la caractérise beaucoup, Claire. Une double exposition et une amitié artistique à découvrir jusqu'au 8 février à l'espace de Cauville, à Voisins-le-Bretonneux. On reste dans la culture pour ce journal. Une quinzaine de théâtres de ville du département des Yvelines réunis au sein du réseau Créative interpellent les élus sur leurs difficultés financières. On va en parler avec sa présidente Sabine Cossin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également directrice du théâtre du Prisme, Maëlle Encourt et Richard Le Teurt. Bonsoir. Vous êtes donc le vice-président du réseau et directeur du théâtre Rédis Ezat à Plaisir. Aujourd'hui, quelle est la situation financière de vos salles? Est-ce qu'il y a une inquiétude, une vraie inquiétude? Et au-delà de l'inquiétude, est-ce que ça se traduit dans les finances? Est-ce que c'est difficile actuellement? Alors, je vais commencer à en parler. Et donc, oui, bien sûr qu'il y en a une. Mais notre démarche, elle n'est pas tant pour compter les difficultés que nous avons, et elles sont réelles, et je vais vous les dire. Mais c'est certainement parce que nous avons analysé, puisque nous sommes 14 théâtres de ville, comme vous l'avez dit, nous avons une force de réflexion. Nous sommes conscients que nous sommes au cœur de la cohésion sociale, que nous sommes là pour animer un territoire, et que les élus ont une politique générale de la culture. Mais que les contraintes financières des restrictions budgétaires de l'État implique des conditions drastiques aux collectivités. Nous sommes pour pouvoir ouvrir un dialogue et inventer avec les élus de nouvelles formes expérimentales. Alors, les difficultés, oui, parce qu'il y a des salles qui se sont vues enlever leur programmation, bien entendu. Il y en a d'autres qui ont des difficultés financières, et ça se comprend très bien, parce que les collectivités ont du mal à boucler leur budget. Comment tout cet écosystème arrivera-t-il à survivre, à exister? C'est la question qu'on se pose, mais c'est pas tant la question qu'on veut poser aux élus. Notre démarche, et la démarche de ce communiqué de presse qui a quand même été envoyé assez largement, c'est comment nous pouvons nous mettre à réfléchir ensemble pour que l'habitant puisse avoir une nourriture et qu'on puisse éveiller les consciences, qu'on puisse travailler la liberté de penser. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre, et pour faire tout ça, il faut bien évidemment des finances. Si on prend des exemples concrets, par exemple sur le Prisme, Maëlle Encourt, on parlera de votre salle après. Alors sur le Prisme, Maëlle Encourt, c'est compliqué puisqu'ils sont en arbitrage budgétaire, donc on a du mal à avoir des réponses précises. Je pense que tout ça, ça se précisera début avril, mais c'est vrai que nous ne sommes à l'abri de rien. C'est très clair, on est à l'abri de rien. Alors peut-être pas de trop de conséquences lourdes, mais chez nous, ça va vite. Dans nos économies, ça va très vite. Donc, on pousse un bout du domino et que tout le chemin du domino s'écroule. La situation sur Plaisir, par exemple, pour votre établissement? Pour mon établissement, c'est un petit peu différent, puisque moi, je suis un établissement à la fois médico-social et culturel, donc j'ai d'autres sources de financement. Mais c'est vrai que dans le réseau créatif, il y a énormément de salles qui ont souffert depuis effectivement la problématique politique, depuis les municipales, couplées avec la problématique économique. Et puis, si on rajoute la réforme territoriale, parce qu'en fait, il y a plusieurs problématiques. Voilà. Pour expliquer la situation actuelle, vous l'avez dit, la situation financière, ça, tout le monde en est bien conscient des difficultés économiques. Et puis, il y a deux changements aussi. Réforme territoriale, c'est-à-dire que les compétences des futures agglomérations, on en a parlé sur cette antenne avec, par exemple, les Saint-Quentin en Yvelines qui va s'agrandir, et de nouvelles communes vont rejoindre Saint-Quentin en Yvelines. Donc, il va falloir redéfinir les compétences. La culture est une compétence aujourd'hui de la communauté d'agglomération. Si ça change, quid donc du financement pour les salles. Et puis également, il y a eu des changements de couleur politique dans certaines communes, comme à Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que ça a eu une incidence très concrètement depuis mars dernier, l'arrivée de la droite aux élections municipales? Ça fait presque un an. Est-ce que ça a eu un changement? Sur Saint-Quentin en Yvelines, pour le fonctionnement du Prisme, et je pense que pour d'autres fonctionnements de scènes communales, comme on a beaucoup à Saint-Quentin en Yvelines, aujourd'hui, je ne vois pas la différence. Maintenant, on est à l'aune du vote du budget 2015, où il est clair que des problématiques se posent. Mais la réforme territoriale pose, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pose également à terme l'effacement des départements. Et donc, nos structures financières, enfin nos structures de théâtre de ville, sont financées de façon transversale. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont financées en conventionnement avec le département, et c'est une politique qui permet un rayonnement et de permettre d'aller plus loin dans les territoires plus ruraux du département, donc c'est essentiel. Beaucoup de structures d'entre nous sont conventionnées, soit en musique, soit en écriture contemporaine, la Nacelle à Aubergenville, la Barbacane à Bennes. Donc ça, c'est l'État.
Donc pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Donc, et on a le Paris Métropole, que va-t-il avaler, que va-t-il pas absorber? Comment vont vivre les territoires autour de Paris Métropole? C'est autant de questions, mais alors où personne ne peut répondre aujourd'hui, ni même les élus. Nous avons un grand respect pour les élus, puisque c'est eux qui prônent une politique culturelle pour les habitants. Et nous, professionnellement, nous faisons poser nos expertises, mais ni eux, ni nous, nous sommes aujourd'hui en capacité de voir clair dans la situation. Ce que vous demandez aujourd'hui, c'est qu'il y a une réflexion commune qui s'engage et que vous puissiez être impliqué dans les décisions qui sont prises et expliquer aussi que votre mission dépasse largement le cadre de la culture, c'est ça? Oui, je pense qu'il y a un effet, il y a des effets de seuil et il y a des effets de cristallisation entre les problèmes politiques, mais en fait, c'est pas tellement un ping-pong entre droite-gauche, tellement, c'est l'accumulation entre ces problèmes économiques, ces problèmes politiques, ces problèmes territoriaux, et puis à un moment donné, on a déjà beaucoup raclé les fonds de tiroir dans toutes les structures, parce que ça fait un moment quand même que la crise économique nous impose et que, quelque part, les institutions nous imposent de faire attention. On a fait attention, et puis là, il semblerait qu'il y ait un nouveau seuil à franchir, et ce seuil-là, eh bien, ça s'appelle aussi un effet de seuil, et c'est qu'à un moment donné, on va détricoter tout le travail, et il faut savoir que notre travail, il est à la fois sur la défense des œuvres, sur la défense des compagnies, des artistes, et de l'autre côté, tout le travail d'action culturelle, c'est-à-dire ce travail de cohésion sociale, de lien social que nous menons, les pratiques amateurs, les ateliers de pratique artistique, le travail avec l'éducation nationale. Donc à un moment donné, en pressurant et en pressant le plus possible, on va se retrouver devant un problème où peut-être même les élus ne se rendent pas compte que 1% de plus, et ça y est, on descend et on se retrouve, en économie, on sait très bien, les effets de seuil et les courbes, à un moment donné, on ne peut plus fonctionner, et à ce moment-là, tout le travail investi, tout le travail fabriqué va complètement disparaître, uniquement peut-être pour 10%, 20%. Donc il faut discuter pour dire, attention, là, on ne peut pas descendre en dessous, ou alors il faut vraiment tout revoir. Et là, vous êtes déjà à la limite sur les seuils, sur les différentes Oui, je pense salles, que par beaucoup exemple. d'entre nous sont à la limite. Ce que vient de dire Richard est très juste. Alors, je voulais juste attirer votre attention sur quelque chose qui est important. On a vécu en France un événement dramatique tout début janvier, et on se rend bien compte que culture et citoyenneté devraient marcher plus fort ensemble. Or, nous sommes de plus en plus vent debout, puisqu'on est bien conscient ces structures culturelles, qui avons 200 000 spectateurs dans les Yvelines, qui faisons plus de 600 à 750 représentations par an. On est bien conscient, plus toute l'action d'éducation artistique et la relation aux habitants, que nous sommes, par la volonté des politiques locales de la culture, nous sommes là véritablement des forces vivantes pour approfondir la liberté de penser, construire le libre arbitre, développer les consciences. Puisqu'il y a ce travail avec l'éducation nationale, vous l'avez souligné tout à l'heure, ça fait partie des salles. Il n'y a pas que de la programmation de spectacles, ça va au-delà de la mission qui est menée. On va juste faire une petite pause pour notre question du jour, micro-trottoir, comme chaque soir dans ce journal. Notre question aujourd'hui concerne forcément le subventionnement de ces salles de spectacle. Sont-elles assez, pas assez subventionnées? Votre regard? Ah, c'est vital, mais encore plus dans cette période de crise. Il pourrait en donner plus, quoi. Il y a certainement encore des choses à faire, très certainement, et de quelle façon, ça je ne sais pas. Ça manque peut-être un petit peu, effectivement, que l'État devrait peut-être aider un petit peu plus au développement de la culture, surtout auprès des jeunes enfants. Je sais pas. Aucune idée. Non, parce que je suis musicienne. C'est compliqué, surtout pour les conservatoires, je crois. Je sais qu'il y a pas mal de problèmes en ce moment pour les musiciens intervenants aussi. J'ai aucune idée du budget, de ce que l'État met dedans, ou voilà. Des fois, les spectacles subventionnés, c'est pas terrible, des fois. Et des fois, on subventionne des spectacles qui n'auraient pas besoin de l'être. Juste peut-être pour réagir sur ce qui vient d'être dit sur le subventionnement des spectacles, et pour dépasser peut-être un petit peu ça aussi, est-ce que dans votre réflexion, il faut associer les spectateurs aussi? Est-ce qu'il faut associer aussi le citoyen pour savoir ce qu'eux attendent aussi de la place, de ce que peuvent proposer vos salles? Ce qu'ils attendent, je ne sais pas, parce que cette phrase est particulière, elle peut être à la limite un peu réducteur, parce qu'on attend que ce qu'on connaît, mais par contre, comment ils analysent leurs besoins, comment ils analysent l'envie de vivre ensemble et de faire ensemble. C'est exactement la problématique de l'après 7 janvier. C'est
comment on vit ensemble et comment on fait ensemble. Et nous sommes des acteurs répartis sur l'ensemble du département. En plus, on fait un lien entre le rural et l'urbain, là où sont posées nos structures. Donc là, nos politiques, parce que nous, on les aime bien, les élus, ont véritablement des leviers dans la main pour pouvoir agir. Or, nous sommes sur des schémas qui sont un peu anciens, qui datent même quasiment d'une croissance en exponentielle dans les 20 dernières années. On est bien conscient, nous, qu'il y a certainement un travail de réflexion et de reposer les choses à plat, et nous le demandons, voilà. Mais on a déjà associé le département des Yvelines à notre réflexion. Et justement, moi, je voudrais rajouter qu'il faut peut-être sortir d'une vision verticale, pardon, pour arriver à une version horizontale. Il n'y a pas que la culture, qui aurait les spectacles, et puis alors les spectacles subventionnés, et puis les autres, et puis de l'action culturelle, et puis après des gens qui font du social, et puis des gens qui font de l'école. Je pense qu'il faut arriver à une vision un peu globale où nous agissons. Nous sommes des service public. Nous sommes des délégataires du service public. Nous agissons pour l'ensemble. Et on voit bien avec nos partenariats, éducation nationale, là on est aussi sur le handicap, on est aussi donc sur tous ces domaines-là, il y a un travail de réflexion à mener pour arrêter de cloisonner et de mettre la culture dans un endroit et de se dire, bon, j'ai des problèmes d'argent, je vais enlever à la culture et puis tout va bien aller pour le reste. Non. Mais la réflexion doit se mener rapidement parce que vous l'avez dit, par exemple, les discussions sur le budget pour l'agglomération de Saint-Quentin, c'est en ce moment que ça se joue. Juste là, pour conclure la discussion ce soir, est-ce que vous avez des inquiétudes pour les prochains mois, la prochaine saison? Est-ce que déjà, aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans le doute? Alors, c'est pas une fin de non-recevoir, mais l'acuité, elle est nationale. Le journal Libération a publié une carte des difficultés où chaque lieu, où chaque festival peut mettre. Elle est réelle nationalement. Les départements s'effacent, les départements diminuent les budgets, les collectivités sont contraints à le faire. Et je ne pense que ça ne passera pour le bien-être de la population, qui est aussi la volonté de l'élu, ce pourquoi elle s'est engagée, qui est notre expertise et volonté de travail, de pouvoir se mettre ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est pas qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette. C'est comment on se transforme et on évolue pour aller vers du plus. Et du vivre ensemble. Est-ce que vous restez optimiste aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce que vous avez un écho favorable? Bien sûr, il faut rester optimiste puisqu'on est prêt à discuter, on veut discuter, on veut trouver des solutions et en même temps on veut aussi prévenir, attention, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain parce que après on s'en mordrait peut-être les doigts. Donc c'est-à-dire que l'ensemble de la population pourrait s'en mordre les doigts. À un moment donné, quand ça se délite, eh bien on n'arrive plus à contenir la fuite. Et pour en savoir, allez-y, une société ne peut pas vivre sans culture. Il n'y a pas de développement de société sans culture. Et elle peut être consentie et pensée dans le sens large. Et pas de développement de territoire non plus sans culture. Et le territoire est au cœur des préoccupations de l'ensemble des institutions et des politiques aussi. Et pour en savoir plus sur le travail de ces salles, sur le travail du réseau aussi, une quinzaine de salles à travers le département, il y a un site internet qui s'est déjà affiché, creative.eu. Merci à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau. Pour terminer ce journal à présent, reportage de Mélanie Poquet. Durant 4 jours, un festival d'art sacré était organisé, une exposition proposée ainsi que des contes d'origine juive. Joseph avait une petite veste, mais à force de la mettre tous les jours, elle devint vieille. C'est l'histoire d'un vêtement qui diminue jusqu'à devenir une chanson. Et même sur le plan, il y a une petite morale, quoi. Ça veut dire que vraiment, même avec rien, si on veut avoir un regard positif, on peut avoir un regard positif sur les événements. Une clarinette, un simple dessin et une histoire. 1 heure de conte pour faire découvrir le judaïsme à ses enfants et à leurs parents. Permettre au public qui ne connaît pas forcément le judaïsme de rentrer par le biais du conte dans un monde qui s'ouvre de façon spontanée avec le conte. C'est un outil qui est très puissant, qui permet à chaque spectateur d'être d'emblée de plein pied avec les protagonistes du conte. Pour cet artiste classique, au départ, l'art sacré et la musique juive étaient une véritable découverte. L'art sacré est quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement important parce que c'est une forme de prière pour moi. C'est-à-dire que lorsque je prie les psaumes avec ma clarinette et avec le texte hébreu, je suis prise par la musique, puisque c'est le même principe, c'est l'alternance d'un texte musical et d'un texte verbal. Seulement là, la musique, la clarinette se met à prier avec moi,
Et le texte est un texte d'une force, d'une puissance et d'une liberté qui sont stupéfiantes. Oui, c'était un très beau moment pour les enfants, non seulement pour les enfants et nous aussi les parents. Et un conte avec la clarinette, c'était vraiment très très bien. Pour les enfants, je trouve que c'était peut-être pas trop pour les plus petits, mais voilà, c'était un éveil à la musique. Je trouve ça super. Sur ces 4 jours de festival, des concerts, du théâtre, mais aussi une exposition. Peinture, sculpture, photographie, avec pour thème la lumière. Éclat de lumière, c'est les uns par rapport aux autres. Donc nous avons, à travers ce que nous entendons, nous avons à nous apporter les uns les autres l'espérance qui est au fond de chacun. Je crois que ce qui les a vraiment portés, d'abord c'est le thème, tout simplement. Ils ont travaillé sur des versets de la Bible qui parlaient de lumière et ils ont essayé de l'exprimer en vraiment se donnant à leur art en fonction de ce qui leur était demandé. Culture juive ou catholique, 4 jours pour découvrir que l'art sacré peut aussi s'adresser à tous. C'est la fin de ce journal. Tout de suite sur TV Fil 78, nouvelle édition de Kiosque avec Catherine Zulato. Très bonne soirée.